En 1978, la télévision américaine est le théâtre d'une anomalie glaçante de l'histoire criminelle. Un tueur en série en pleine action participe à un jeu de rencontre populaire de dating game. Cet homme, c'est Rodney Alcala. Serial killer Rodney Alcala. Rodney Alcala. He's the serial killer who went on TV's The Dating Game. Derrière son sourire charmant et de son statut de photographe amateur se cachait un véritable prédateur sadique et manipulateur. Responsable de plusieurs agressions et du meurtre d'un nombre de victimes estimé à plus d'une centaine. Son cas met surtout en lumière les failles du système de justice des années 70 et la froide arrogance d'un criminel les plus prolifiques des États-Unis. Sa signature criminelle incluait étranglement, violence sexuelle, comportement de domination, parfois juste pour s'amuser ou juste pour prolonger la souffrance des victimes. Pour moi, cette histoire-là, elle est intense. Rodney James Alcala est surnommé le Dating Game Killer. Le gars il a une intelligence incroyable. Sa signature criminelle était marquée par un sadisme profond et une arrogance suprême. Il utilisait la photographie comme un piège pour piéger ses victimes de tout âge. Sa méthode de meurtre préférée était l'étranglement. Souvent, il allait même ranimer ses victimes juste pour prolonger leur souffrance. La participation à l'émission de Dating Game est considérée comme la preuve ultime de son narcissisme et de son sentiment d'impunité. Rodney James Alcala voit le jour le 23 août 1943 à San Antonio, au Texas. Les documents judiciaires décrivent sa jeunesse marquée par une instabilité émotionnelle et de famille précoce. Pendant qu'il grandit, il vit une rupture familiale. Son père l'abandonne et il vit quelques temps au Mexique avec sa mère, mais finit par quitter pour aller à Los Angeles. À 17 ans, Rodney s'engage dans l'armée américaine. Il est décrit comme un jeune homme à l'allure soignée. Mais c'est 3 ans plus tard qu'il a fui sa base sans permission. Et ça, si vous comprenez pas, c'est vraiment un acte grave dans l'armée. tu peux pas faire ça, là. Rodney a manifesté des comportements problématiques. Il a été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité antisociable avec des traits psychopathiques et reçoit une décharge médicale, marquant la fin de sa carrière militaire. Oui, by the way, de temps en temps, je regarde mon ordinateur parce que j'ai écrit un texte de toute sa biographie. Et je veux vraiment rien manquer, ok? Parce que c'est vraiment intéressant. En 1968, il obtient enfin son diplôme en or. Rodney rencontre une adolescente, Morgan de tabarnak, comment on dit son nom, hostie. Il rencontre une adolescente, Morgan Rowan. Je crois que je le dis comme du monde. Je veux pas massacrer des noms en anglais, là, mais ça ressemble à ça. C'est censé être une vidéo sérieuse, là, ça n'a pas d'allure. Morgan Rowan. On va l'avoir. Bref, ils se rencontrent dans un club vraiment connu dans les années 70. Mais malheureusement, plus tard dans la soirée, Morgan se fait frapper par Rodney derrière la tête et derrière le bar près des poubelles, il la laisse inconsciente par terre parmi plusieurs sacs à ordures. J'ai ici l'histoire du témoignage de la victime véridique et j'avais envie de la lire avec vous parce que c'est quand même intense. Et c'est son premier meurtre. Dans les années 70, le club Hula Balo était vraiment le club le plus fréquenté par les adolescents. Sur place, ils vendaient pas de l'alcool, donc il y avait beaucoup de mineurs et d'adultes sur place. C'était un club extrêmement populaire et très fréquenté par des groupes connus, dont l'influence de ce bar est extrêmement populaire. Un jour, Morgan, 13 ans, je vous rappelle, elle se rend là-bas avec son ami. Elle se rend au parking derrière le bar et c'est là qu'elle croise Rodney au loin à côté de sa voiture. Rodney était connu pour être un charmeur ultime et très bon pour flirter avec ses prochaines victimes. Donc, il a utilisé ce talent-là pour aborder les filles. Morgan décrit que toutes les filles étaient complètement folles de lui, que c'était le genre de personne que quand tu étais près de lui, tu passais pas inaperçu. Megan et son ami sont allés rencontrer, ils ont fini par discuter ensemble et la chimie a très bien passé. À un tel point que Rodney a juste décidé de mettre son bras par-dessus elle comme si c'était normal. Par la suite, elle décide de prendre son bras puis de le caresser tout simplement. Mais Rodney aime pas ça. Il fait un geste brusque d'arrêter. Elle comprend pas trop, elle refait. Encore une fois, la même chose, il veut pas du tout qu'elle flatte son bras. Elle finit par flatter son bras quand même après quelques temps, et c'est là qu'il a pris son bras fort, qu'il l'a amené derrière une ruelle, et c'est là qu'elle nous dit qu'elle se souvient juste d'avoir tombé par terre. C'est quand qu'elle s'est réveillée plus tard qu'elle a réalisé qu'elle a été frappée derrière la tête. Elle se réveille, elle se rend compte qu'elle est à côté de plein de sacs de poubelles, elle se lève, elle décide d'aller cogner au bar pour parler au patron. Le patron décide de l'aider avec sa femme, nettoie même ses plaies, prend soin d'elle. Évidemment, tout le monde est sous le choc, mais Morgan décide de ne plus parler de cette histoire, de ne plus retourner à ce bar. Plus jamais. Durant 3 ans, Morgan fait tout pour éviter pour tomber sur Rodney, mais elle finit par tomber sur lui 3 ans plus tard. Elle est rendue à 16 ans maintenant, et elle et ses amis décident d'aller faire un party avant qu'elle déménage à New York. Elle se rend à la fête et à son arrivée, il y a plein de gens. Mais malheureusement, c'est là que Rodney est apparu au loin. Et c'est là qu'elle tombe complètement terrifiée. Ses amis comprennent ce qui se passe, comprennent l'impact, et lui demandent si elle veut le quitter pour aller d'un restaurant. Évidemment, oui, elle quitte. Ils se rendent dans le parking, arrivent à la voiture, rentrent par en arrière. Morgan
Morgan est dans le milieu et c'est là que Ronnie ouvre la voiture et c'est lui le conducteur avec une autre personne en avant qui est l'amie de Ronnie. Elle est dans le véhicule avec la personne qui l'a frappé. C'est horrible là, comme situation. Là. Mais le trajet se fait en silence et ils finissent par arriver au restaurant. Ils s'assoient, ils commandent, toute la gang assis. Ronnie décide d'ignorer complètement Morgan. Jamais une seule fois lui a adressé la parole. Tout le monde finit par manger et quitter le restaurant. Et en quittant, Ronnie offre une idée. Et si on allait chez moi fumer de l'herbe? Et évidemment, les amis de Morgan disent oui! Ben oui, tu sais, c'est weed là, tu sais. Tout le monde arrive chez Ronnie, tout le monde va dans le salon, fume de l'herbe, une petite ambiance avec de la musique sur le vinyle qui joue. Le monde fume, discute et écoute la musique. Elle décide de se lever pour se rendre dans une autre pièce, seule, mais Ronnie la voit. Et à partir de là, Ronnie la saisit et l'emmène dans une autre pièce. Et ce qui va suivre à partir de maintenant, vous allez voir dans la vidéo, la vraie victime qui va vous raconter ce qui s'est passé. Exactement à partir de maintenant. Everybody was sitting around, loud music, people talking. I was anxious to leave and I didn't want to sit down, so I just paced. As I walked into the other room, Rod grabbed my arm and drew me into a bedroom. And when I turned around, he was holding a metal bar. He had brackets on both sides of his door. They dropped the bar down into the brackets so you couldn't open the door. I started to know I was in trouble, and I kept backing up until I was against the wall. He took his belt off and wrapped it around his fist. I tried to be brave, and I said, you can't keep me here. And he just punched me between my eyes as hard as he could. And my head hit the wall, and sparks just flew. I dropped to my knees. I was seeing stars. He had a knife, and he cut the tie off of my neck. I could feel blood start to flow down my chest, and I remember thinking, he cut my neck, I'm gonna die. À partir de là, il s'est mis à la frapper entre les deux yeux. Il a pris sa ceinture et l'a enroulée sur sa main. Et il l'a mis dans sa bouche pour pas que personne l'entende. Évidemment, elle s'étouffait puis ça l'empêchait de bien respirer. Il s'est mis à la frapper de toutes ses forces dans son ventre jusqu'à temps que ses côtes soient complètement brisées. Ensuite, il a pris un couteau pour couper ses vêtements et aussi couper pour enlever ses pantalons. Et puis commence une scène horrible. Il la viole. Elle se débat de toutes ses forces, mais sans succès. Ses amis finissent par remarquer que Morgan elle revient pas puis qu'elle est partie avec Ronnie. Et ses amis ont pas oublié l'histoire de ce qui s'était passé, donc ils ont trouvé la pièce où elle était enfermée puis sont mis à cogner de toutes les forces pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je vous rappelle que la porte était bloquée par une barre de fer, donc ses amis étaient pas du tout capables d'ouvrir la porte. Et pendant ce temps-là, Ronnie continuait de la violer. Un des amis très proches de Morgan sort de la maison, fait le tour et par l'extérieur pète la fenêtre et rentre dans la pièce. Une fois qu'il est dans la pièce, Ronnie arrête, se lève doucement, très doucement, va vers la porte, enlève la barre de fer. Son t-shirt est rempli de sang. Il regarde son ami puis lui dit « Amenez-la ». Si son ami avait pas brisé la vitre, elle serait peut-être morte à l'heure actuelle. Elle nous a mentionné que cet événement était l'événement le plus traumatisant de toute sa vie. C'est comprenable. Cette histoire-là est intense quand même, mais c'est le début d'une série de meurtres dégueulasses. Ronnie aperçoit une jeune fille de 8 ans quittant l'école en voiture. Il décide de la suivre en voiture pendant qu'elle marche pour retourner à la maison chez elle. Sur plusieurs coins de rue, il finit par l'aborder. Mais derrière toute cette histoire-là, il y a un témoin qui voit ça au loin puis qui trouve ça extrêmement louche. Donald remarque la scène et trouve ça douteux. Il voit un homme aborder en voiture une fillette puis en souriant de manière totalement étrange. Donald analyse ce qui se passe sur ça et la fille finit par rentrer dans la voiture. Il prend la décision de les suivre jusqu'à son domicile et c'est lorsqu'il voit que tous les deux rentrent d'une maison qu'il trouve ça louche. Et il décide d'appeler la police via une cabine téléphonique. La police arrive sur les lieux, Donald raconte ce qui s'est passé et ce qu'il a vu. C'est pas long que 2 renforts arrivent et décident d'aller cogner à la maison. Et au moment que les policiers cognent, Ronnie écarte les rideaux de la porte, étonné et complètement nu, et c'est là qu'il devient complètement fâché. La police ordonne d'ouvrir la porte et d'aller s'habiller maintenant. Mais au même moment, la police entend des bruits inquiétants et défonce la porte. En entrant, il aperçoit la petite fille dans une mare de sang inconsciente par terre. Elle a reçu plusieurs coups derrière la tête causés par une barre de fer
faire. Ronnie décide de s'enfuir complètement nu et les policiers restent près de la victime et attendent l'ambulance qui peuvent prendre en charge la fille qui entre la vie et la mort. C'est à partir de là que Ronnie Alcala devient le fugitif le plus recherché par le FBI. Mais il disparaît. Il essaie vraiment de disparaître des radars et malheureusement ça fonctionne. Les policiers le cherchent activement mais il est vraiment introuvable. Il a quitté le quartier où habitait la ville, puis tout ça a fait en sorte que rapidement il a été inscrit sur la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI. Des avis de recherche sont même envoyés à tous les postes de police du pays. Mais comme vous voyez, l'histoire continue et il parvient à refaire une nouvelle vie à New York. En arrivant là-bas, il décide d'étudier le cinéma et de se refaire sur un nouveau nom. Roman Polanski. Roman Polanski! Quel nom de psychopathe, vas-y. À New York, évidemment, malheureusement, ça change pas. Il continue à faire ses meurtres, ses agressions. Malgré son intelligence et sa capacité de changer d'identité, Ronnie finit par réapparaître sur la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI. Et encore une fois, des années passent, il se retrouve en Californie. On est rendu en 1971, là, et il continue à faire plein de meurtres et plein de crimes. Il y a rien qui l'arrête. Ce moment-là me rend fou. Deux jeunes filles d'un camp de vacances décident de quitter le camp de vacances pour se rendre à la poste. Et arrivé à la poste, ils tombent sur une affiche d'une personne recherchée et ils réalisent que c'est leur animateur du camp de jour. Ils réalisent que c'est l'animateur Monsieur Burger, mais le nom qu'ils voient est différent sur l'affiche. Le visage est bel et bien le visage, mais ils comprennent à ce moment-là que son vrai nom est Ronnie James Alcala. Et ils apprennent qu'il est activement cherché pour viol et enlèvement. Elle revient au camp et décide d'en parler à un responsable et boum, ils appellent la police. Ronnie est arrêté et renvoyé à Los Angeles. Il est enfin arrêté et jugé pour l'agression sur la fillette de 8 ans. Alcala est donc accusé de tentative de meurtre, viol et enlèvement. Mais lorsqu'on apprend que la victime de 8 ans ne viendra pas témoigner, le juge propose un accord à Ronnie Alcala s'il accepte de plaider coupable d'agression sexuelle sur mineur, qu'il sera condamné que pour 1 an. Au bout de 34 mois, le psychiatre dit qu'il ne représente plus de danger, dont le comité le libère après 34 mois, et il est arrêté 2 mois plus tard pour avoir fumé de l'herbe et embrassé une ado de 14 ans. Mais il est de nouveau relâché. Pendant les années qui passent, il devient photographe et prend en photo des centaines de personnes. Il continue de faire plusieurs victimes et il réussit à passer sous les radars de la police jusqu'en juin 1979. La justice, elle est mal faite! En 1979, oui, c'est juste pour vous dire que pendant 9 ans de temps, il a fait des victimes puis il a réussi à passer ses radars, mais évidemment, on va parler des meurtres qu'il y a eu pendant ces 9 ans-là. En 1971, à New York, ça se peut-tu avoir de la misère avec les noms en anglais de même? Ça se peut-tu? Faire des vidéos avec des noms anglophones, là, t'es pas ma force, mais l'histoire est bonne, fait que... Cornelia Crilly. Cornelia Crilly. Pourquoi je le dis qu'un accent aussi? Il assassine Cornelia Crilly, 23 ans, hôtesse de vol. Elle a été découverte violée et sauvagement étranglée à mort dans son appartement à Manhattan. De 1977 à 1979, on rentre dans sa pire phase. Il est libre malgré son passé et tout ce qui s'est passé pour le moment. Parler de tous les meurtres qu'il a fait un après l'autre, ça serait extrêmement long évidemment comme vidéo, mais je vous parle des ceux qui ont eu un impact de fou. Malheureusement, il y a des centaines de victimes qui n'ont même pas été identifiées. Jill Barcombe, à 18 ans, est retrouvée dans une zone isolée dans l'ouest de Los Angeles. Son corps a été violé, étranglé. Elle a été défigurée. Son visage a été horriblement fracassé avec une pierre. La même année, Georgia Wickstead. écris ça, là, je suis pas capable de le dire. Georgia Wickstead, 27 ans. Non, je pense avec ça, c'est avec ça. Elle est retrouvée dans son appartement à Malibu. Elle a été violemment battue avec un marteau, avant au final d'être étranglée à mort. Hey, ça va bien. On est rendu en 78. Charlotte Lamb. Oh oui, je pense que je suis capable, celle-là. Charlotte Lamb, 32 ans, est retrouvée morte. Elle a été violée et étranglée par ligature. Ça, c'est par un lacet, là, La précision et la cruauté des marques de ligature prouvent justement à quel point que Ronnie est sadique, puis qui aime prolonger la souffrance. Et 2 mois plus tard, vient le moment qu'il décide de participer à un jeu télévisé de dating game. L'année 1978 marque l'apogée de l'arrogance de Ronnie Alcala. En pleine série de meurtres non résolus, il décide de participer à une émission télévisée de dating game. Et ça sous le nom de Raul Alcala. Je trouve que s'inscrire à cette émission-là, puis en faisant tout ce qu'il faisait à ce moment-là, les meurtres et tout, ça prouve son level de narcissisme. À quel point que tu t'en calisses. Le but du jeu, c'est simple. Une femme est invitée sur le plateau pour choisir 3 hommes. 3 hommes qui est cachés et qui doivent aborder la dame pour la charmer et obtenir une date avec elle. Et à la fin, la dame choisissait la personne qu'elle voulait partir avec. Ronnie était le bachelor numéro 1. Et comme vous avez deviné, il y a 3 bachelors.
3 gars, 3 butchers. Puis la personne en tant que telle, la femme qui a choisi l'émission, s'appelle Cheryl. Il va faire tout pour la charmer. Au moment qu'il fait l'émission, Rodney était déjà très recherché, mais l'émission, ça, avait pas fait d'enquête, il le savait pas. À l'époque, il y avait pas d'enquête tant que ça sur les candidats. C'est très dommage, je trouve, avec un pas de recul, il y avait pas de, comment dire, la sécurité pour les femmes. En tout cas, alors l'émission débute et Cheryl commence à poser les questions. And welcome to the dating game. And we'll get right underway. It's time to meet our first 3 eligible bachelors for game number 1. And here they are. Good luck, gentlemen. Well, let's see. Bachelor number 1 is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Would you say hello to Cheryl, please? We're going to have a great time together, Cheryl. Okay, number 2. Hi, Cheryl. It's nice to almost meet you. And number 3. Cheryl. Hello. Bachelor number 1. Yes? What's your best time? The best time is at night. Nighttime. Why do you say that? Because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. Then you're really ready. I'm a drama teacher, and I'm going to audition each of you for my private class. Bachelor number 1. You're a dirty old man. Take it. Come on, over here. Oh, honey, we ought to go out and boogie. Really? Bachelor number 1. I am serving you for dinner. Oh. What are you called, and what do you look like? I'm called the Banana, and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me. Say hello to Rodney Alcala. Rodney, come on and say hello. Congratulations, Rod. You did it with a 1 answer. Well, as far as I can see, Cheryl and Rodney, it looks like the 2 of you may be involved in some sort of racket. So we're going to have you take to the court. Rodney, thank you. Okay. You can go relax, meet each other, say hello, get acquainted, and they'll be back. C'est fou, là, encore une fois, comme j'ai dit, il n'y a pas eu une enquête pour savoir qui était la personne. Il a juste dit « Salut, je suis Rod Alcala, je suis photographe amateur. » Et voilà. Comme vous avez vu à la fin de l'extrait, il remporte l'émission, mais Cheryl, elle a un instinct de fou. Elle se sent perturbée vis-à-vis le comportement de Rod. Elle a un mauvais feeling. Il y a vraiment une petite voix dans sa tête qui dit non, stop tout. Même s'il est très charmeur puis tout ça, il y a quand même sa petite voix qui dit va pas plus loin. Et elle a écouté sa petite voix et elle a décidé d'annoncer à la production qu'elle n'ira pas plus loin avec lui. Elle annule le rendez-vous, elle explique à la production qu'elle l'a trouvé très creepy et dérangeant. Une intuition qui a finalement sauvé sa vie. Quelque temps après l'émission, il y a eu son arrestation et c'est là que les médias ont découvert qu'un tueur en série avait participé à un dating show à la télévision. Et l'émission de Dating Gang devient vraiment célèbre à cause de lui. Mais même s'il a fait ce TV show-là, même si Cheryl a refusé, il a continué de faire d'autres victimes après. On a affaire maintenant à une survivante. Monique Hall, 15 ans, décide de faire de l'autostop et elle se fait prendre. Rod parle qu'il est photographe et tout ça, puis il demande s'il est à l'aise et après la photographier, qu'il connaît une place proche avec des montagnes puis tout ça, puis qu'il a envie de la photographier. Une fois sur la montagne, il prend ses photos, mais il finit par l'agresser. Il la frappe violemment à la tête avec une roche et il la viole. Après le viol, elle fait comme si rien n'était, comme si c'était normal ce qui venait de se passer. Elle quitte les lieux, rembarque dans la voiture avec lui. Rodney doit mettre de l'essence dans sa voiture, donc il s'arrête à une station-service. Elle profite donc de cette occasion pour sortir, puis elle parvient à s'échapper. Voici ce qui s'est passé avec la dernière victime. Robin Senso, 12 ans, disparaît à
À quoi? À Huntington Beach. Yes! On va l'avoir l'anglais. Elle se rendait à son cours de danse. Ronnie l'a aperçue. Il a demandé s'il pouvait la photographier. C'est la manière qu'il l'a abordée. Malheureusement, on nous apprend que son corps a été retrouvé 12 jours plus tard, dévoré par les animaux. Quand les policiers découvrent le corps, ils réalisent que c'est un meurtre parce que le couteau a été retrouvé près de la victime. L'autopsie a confirmé qu'elle avait été violée puis étranglée. Ronnie a conservé ses boucles d'oreilles comme un trophée. Mais plus tard, le sort d'Alcala fut scellé par ce crime. Ils ont découvert les boucles d'oreilles trouvées dans son casier de la victime. La petite fille était accompagnée de son ami et par la suite, quand son ami a disparu, elle a décidé de faire un portrait robot de la personne qu'elle avait vue qui avait été abordée. Le portrait est partagé à la télévision et au public jusqu'à son identification. Tout ça finit que la police finit par arrêter Ronnie et fouille la maison en entier. Mais dans la maison, ils trouvent rien pour identifier le meurtre de la jeune fille. Mais ils trouvent un reçu d'un endroit de stockage d'entreposage. Ils décident de s'y rendre et ils découvrent la totalité. Ce qu'ils trouvent à ce moment-là, ce sont des centaines de photos de jeunes femmes, de jeunes hommes, dans des positions vulnérables. Sur les photos, à l'heure actuelle, il y a des centaines de personnes non identifiées qui ont été sans doute une victime de lui. La police comprend immédiatement que ça, ce sont les trophées d'Alcala. Ils trouvent également une poche remplie de bijoux. Les enquêteurs finissent par comprendre que c'est les souvenirs de ses victimes. Et là, enfin, il est officiellement arrêté. Toute une histoire! De 1980 à 2003, Alcala est initialement condamné à mort, mais les condamnations sont annulées à 2 reprises. En 1980, Alcala est condamné pour le meurtre de Robin et reçoit la peine de mort. 4 ans plus tard, la Cour suprême de Californie renverse la condamnation de 1980, estimant que les jurés avaient été trop indûment informés de ses antécédents sexuels. Et puis 2 ans plus tard, il est de nouveau condamné à mort après un nouveau procès. Ces annulations prolongent le processus judiciaire pendant plus de 2 décennies, forçant les familles des victimes à revivre le procès. Et en 2003, l'avancement des technologies judiciaires permet l'utilisation des preuves ADN, l'ADN d'Alcala, et sans l'ombre des doutes, reliées à plusieurs meurtres. Après l'utilisation des preuves ADN, Alcala est reconnu coupable de 5 meurtres en Californie, et il est officiellement condamné à mort. À ce moment-là, il agit alors comme son propre avocat, et tente quand même de contester les preuves. Après le procès en 2010, la police publie publiquement 120 photos non identifiées retrouvées chez Alcala, dans l'espoir que des membres du public puissent identifier les victimes. Puis le 24 juillet 2021, Ronnie Alcala meurt de cause naturelle à 67 ans. Son nombre réel de victimes est estimé jusqu'à 130 personnes. Même après sa mort, son dossier continue d'être étudié, notamment à travers des albums des victimes non retrouvées et non résolues, dans l'espoir d'identifier éventuellement d'autres victimes, tu sais. Pourquoi cette histoire-là, je trouve ça important d'en parler, c'est que je trouve que cette histoire-là soulève de nombreuses questions à se demander. La sécurité des jeunes femmes dans les années 70, premièrement. Les limites de la justice de l'époque. Puis quand même son évolution grâce à son ADN et aux nouvelles technologies d'enquête. Je trouve que cette affaire met en lumière plusieurs affaires. Ça met en lumière des aspects psychologiques sombres, narcissisme, sadisme, l'émission de télé, les débats sur les vérifications d'antécédents. Mais au-delà de tout ça, il ne faut jamais oublier les victimes et les survivantes, comme Taylor et Robin, ainsi que toutes les autres. Le nombre est réel de victimes. Cette histoire-là a continué longtemps à fasciner le public. Et en 2023, il y a eu ce film. L'œuvre du film explore non seulement les crimes d'Alcala, mais s'attarde surtout sur le sexisme omniprésent dans l'industrie du divertissement et dans la société d'une époque qui a permis à un prédateur de participer à une émission de télévision nationale. C'était l'histoire de Ronnie Alcala.